Édition spéciale sur Public Sénat suite aux attentats qui ont frappé aujourd'hui la France et la Tunisie. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez en direct. Il était 10 h ce matin à Saint-Quentin-Fallavier dans l'Isère lorsqu'une attaque a eu lieu sur un site de gaz industriel. Un homme est mort, décapité et 2 personnes légèrement blessées. François Hollande a qualifié cette attaque de terroriste. Le chef de l'État qui a quitté le sommet de Bruxelles pour tenir un conseil restreint de défense. Nous serons sur place pour suivre la fin de ce sommet et les mesures annoncées par François Hollande avec notre correspondante à l'Elysée, Julie Hulin. Et puis, nous l'avons appris en début d'après-midi, un attentat a frappé la Tunisie. Le dernier bilan fait état de 27 morts, dont plusieurs touristes étrangers. Nous y reviendrons bien sûr également lors de cette édition spéciale. Et pour commenter et analyser ces événements sur notre plateau, le sénateur républicain des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi. Bonjour et merci d'être avec nous. Christophe Rouget, bonjour. Vous êtes commandant de police et membre du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Et notre chroniqueur politique, Michael Zamès. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous. Alors, je vous le disais il y a quelques minutes, un attentat a frappé la Tunisie en début d'après-midi. Roger Karoutchi, je voudrais avoir votre réaction tout d'abord sur cet attentat qui a frappé la Tunisie. Pas que la Tunisie, il y a un autre attentat au Koweït où une mosquée chiite a été dynamitée, 15 ou 20 morts. 3 attentats en France, minimum. On verra bien dans la journée s'il se passe autre chose ou si tout ça est totalement téléguidé. Voilà, ça prouve quoi? Ça prouve que quand le gouvernement, les responsables politiques disent depuis des mois, c'est la guerre. C'est pas la guerre d'un Occident chrétien ou judéo-chrétien contre l'islam. C'est la guerre d'un terrorisme islamiste intégriste contre tous les autres. Ceux qui sont visés au Koweït sont des chiites. En Tunisie, il y a certes des touristes occidentaux, européens, mais il y a probablement des Tunisiens. Dans l'Isère, évidemment, on a vu ce qu'on a vu. Je crois que c'est vraiment la guerre avec les images de l'horreur. Le symbole, par exemple, de cette tête coupée, ça a un côté, je vous renvoie aux vidéos de Daesh, qui montrent régulièrement sur tous les sites la manière dont on coupe les têtes des yazidis, des chrétiens ou des chiites, etc. Pour vous, cet attentat porte la signature de l'État islamique ? Oh, écoutez, on verra. Laissons quand même la police faire son travail et donner plus d'indications. Mais enfin, le Premier ministre, depuis la Colombie, a dit lui-même que c'était un acte terroriste islamiste. Le ministre de l'Intérieur a clairement dit qu'il s'agissait d'un acte de terrorisme. Je ne vois pas trop bien, sincèrement, ce que ça peut être d'autre, oui. Avant de revenir sur l'attentat qui a frappé la France, sur l'attentat en Tunisie, c'est un pays, la Tunisie, en pleine reconstruction. Cet attentat frappe une nouvelle fois le pays quelques mois après l'attaque du Bardo. Ça va forcément avoir des conséquences sur le tourisme du pays. Est-ce que c'est ravageur pour la Tunisie? Bien sûr que c'est ravageur. Un attentat qui a lieu le 26 juin, à quelques jours ou déjà dans la saison touristique, un pays qui a eu des élections il y a quelques semaines, qui a mis au pouvoir un gouvernement laïque qui a dit lui-même qu'il voulait s'engager dans la lutte contre le terrorisme, et donc il est une cible. La cible, c'est je ruine l'économie, j'attaque, je tue, et de manière à décourager quiconque d'aller vers la Tunisie pendant cet été. C'est une guerre qui n'est pas seulement une guerre avec je tue des gens, c'est une guerre économique, c'est une guerre d'image, c'est une guerre... Oui, je crois que les responsables politiques de gauche ou de droite, il ne faut pas faire de politique politicienne là, quand ils disent c'est une guerre totale, ils ont raison. Ce qui m'amène à dire, et on aura l'occasion d'en reparler dans les jours qui viennent, que je considère que autant M. Cazeneuve, le Premier ministre, disent c'est la guerre, autant j'ai entendu le président de la République dire à Bruxelles, et il a raison, il faut éradiquer. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'il utilise le terme. Autant, n'utilisons pas que des mots ou des incantations, mettons les moyens. Voilà. On va revenir sur cette déclaration de François Hollande, Roger Karoutchi, mais avant cela, je vous le disais, cette attaque en Tunisie a fait 27 morts selon le bilan actuel. Le récit des faits avec Pauline Dalle. Des cadavres étendus sur cette plage de Sousse, une cité balnéaire très prisée des touristes, située à 140 km au sud de Tunis. Quelques minutes après la fusillade, les images circulent sur les réseaux sociaux. Le bilan est lourd, au moins 27 morts. L'attaque s'est produite en fin de matinée devant cet hôtel 5 étoiles.
Selon le ministère tunisien de l'Intérieur, l'homme armé se serait infiltré par l'arrière de l'hôtel et aurait ouvert le feu sur les vacanciers présents sur la plage. Il aurait été abattu par la police. Un autre complice pourrait être en cavale. Parmi les victimes, plusieurs touristes étrangers, dont au moins 5 Britanniques. Une cellule de crise a été ouverte au Quai d'Orsay pour savoir si des Français figurent parmi elles. L'attentat survient un peu plus de 3 mois après celui perpétré dans le musée du Bardo, qui avait fait 21 morts. Roger Karoutchi, 2 attentats ont eu lieu en même temps en France, en Tunisie. Les 2 présidents se sont appelés. Est-ce que la coopération internationale est suffisante pour lutter contre la menace de l'État islamique? Suffisante, sûrement jamais assez, c'est toujours pareil ça. Moi je crois que c'est surtout maintenant, au-delà de la coopération, au-delà des bonnes volontés politiques, une question de moyens. Vous voyez par exemple, j'en parle devant un policier donc je vais être prudent, mais quand on dit que le suspect d'aujourd'hui était en fiche S en 2006, retiré en 2008, je peux imaginer qu'à un moment où on n'avait pas suffisamment de moyens pour vérifier, contrôler tout le monde, on retire, on remet, on retire. Si vous ne donnez pas de moyens, je votais avec allégresse le texte sur le renseignement, que ça plaise ou pas à certains. Si vous ne donnez pas les moyens à nos services de renseignement, attendez-vous à ce qu'il y ait des problèmes. Je veux dire, si vous dites c'est la guerre, et à gauche et à droite, tout le monde dit c'est la guerre. Roger Karoutchi, je vous interromps. François Hollande sort tout de suite du Conseil restreint de défense. On l'écoute sur le perron de l'Élysée. Falavier. J'ai réuni un conseil restreint cet après-midi pour analyser toutes les informations dont nous pouvons disposer à cette heure et pour tirer toutes les conclusions utiles pour la protection de nos compatriotes. Cet attentat a fait une victime, un homme de 50 ans qui a été lâchement assassiné. Il y a eu 2 blessés légers lorsque le véhicule s'est fracassé contre des instruments qui étaient justement destinés à exploser et qui n'ont pas explosé, des bonbonnes. L'individu responsable, coupable, la justice l'établira. Mais cet individu a été interpellé par des forces de sécurité, par des pompiers particulièrement courageux. Et je veux ici leur rendre hommage. Toute la question est de savoir s'il y a des complices, et c'est le rôle de l'enquête que de l'établir. Le procureur donnera des informations en fin d'après-midi et le ministre de l'Intérieur continuera à donner ce qu'il sait dans la mesure où c'est utile à la presse. J'ai voulu aussi que soient tirées des conclusions et que nous portions le plan Vigipirate alerte maximum dans la région Rhône-Alpes pour 3 jours. En effet, nous devons faire en sorte que toutes les vérifications puissent être établies, tous les contrôles effectués dans les lieux, dans les gares, sur les sites industriels. J'en appelle à la responsabilité de chacun, au sang-froid, parce que c'est nécessaire. Il ne doit y avoir aucun doute sur la capacité qu'a notre pays de se protéger et d'être vigilant, sans que nous tombions dans je ne sais quelle précipitation ou je ne sais quelle improvisation, et encore moins de fuite en avant. Nous devons toujours avoir ces 2 principes. Faire ce que nous devons pour protéger nos concitoyens et en même temps respecter les libertés. C'est d'ailleurs le sens de la loi renseignement qui a été adoptée par le Parlement. Tirer les conclusions, c'est aussi continuer à agir pour lutter contre le terrorisme. Terrorisme ici en France, terrorisme partout dans le monde. J'ai appris le terrible attentat qui a eu lieu à Sousse, en Tunisie. J'ai appelé immédiatement le président tunisien pour lui exprimer la solidarité de la France. Nous ne connaissons pas encore l'ampleur de la tragédie, plusieurs dizaines de morts.
des dizaines de blessés. Nous n'avons pas non plus l'identité de toutes les victimes. Et je ne peux pas ici confirmer la présence de Françaises ou de Français sur la liste des victimes. Nous faisons tout pour avoir ces informations et pour soulager l'angoisse des familles concernées. Le Quai d'Orsay, Laurent Fabius, veille à pouvoir recueillir le plus vite possible ces données-là et à répondre aux interrogations des familles qui peuvent être concernées. Il n'y a pas de lien à établir, si ce n'est que le terrorisme est notre adversaire, notre ennemi, qu'il frappe partout, je le disais, au Koweït aussi, aujourd'hui, avec des dizaines de morts. En France, nous avons un esprit qui doit être préservé, c'est notre unité, notre capacité à faire face, comme nous l'avons montré au début du mois de janvier. Et ça a été l'honneur de la France, sa fierté. Et en même temps, les Français doivent savoir qu'il y a des forces qui sont aujourd'hui déployées comme jamais depuis des décennies dans notre pays. Que le plan Vigipirate est partout à son niveau maximum, sauf là où nous l'avons encore placé à un stade supérieur avec l'alerte attentat en Rhône-Alpes pour 3 jours. Que nous déployons des centaines, des milliers de policiers, de gendarmes, de militaires, dans le cadre notamment de l'opération Sentinelle, parce que c'est notre devoir, et que les Français ont confiance dans les forces de sécurité qui se déploient pour assurer leur protection. Rien ne nous fera douter de ce que nous faisons. Et je pense que s'il doit être répondu à des questions, il doit toujours être jugé l'action en fonction de ce qu'est l'intérêt de la France, de notre unité, et ne pas nous laisser détourner par de vaines querelles. Dans ces moments-là, face à ces épreuves, face à ces risques, face à ces menaces, c'est l'unité, le rassemblement et la capacité de la nation à faire face qui permettront de lutter contre le terrorisme avec la plus grande efficacité. Je vous remercie. Voilà pour cette déclaration de François Hollande à l'issue du Conseil restreint de défense qui se tenait à l'Elysée depuis 15h30. Roger Carucci, on vient d'entendre François Hollande évoquer notamment la question des moyens de la loi renseignement. Cette loi renseignement a été votée cette semaine par le Parlement. Est-ce que, selon vous, elle contient les moyens suffisants pour lutter contre ce type de menaces? Elle contient la capacité pour les services de faire le travail. Mais, et je suis un peu en demande par rapport à ce que vient de dire le président de la République, il en appelle à l'unité de la classe politique. Oui, parce que ce n'est pas les politiques qui vont les surveiller, qui vont les contrôler. Donc oui, les politiques doivent faire confiance dans nos forces de police, de gendarmerie et dans les services de renseignement. Mais les politiques ont une responsabilité. C'est que ces forces aient les moyens de faire la guerre dont on parle tous. C'est-à-dire que moi, sincèrement, je pense qu'on a remis globalement un peu d'argent, c'est vrai, sur les forces armées par rapport à ce qu'était la loi de programmation militaire. On a remis sur 2015-2016 quelques centaines de millions sur l'ensemble de la police et de la gendarmerie. Sincèrement, c'est un geste, mais c'est très insuffisant. Je veux dire, par rapport à la menace, j'avais demandé, moi, à Bernard Cazeneuve, après ce qui s'est passé au mois de janvier, à ce qu'on ait un collectif budgétaire. Je crois que les Français comprendraient qu'on puisse faire des économies sur certains secteurs non vitaux pour dire à nos forces de sécurité, protégez-nous. Enfin, vous pensez sincèrement, qu'est-ce qui va se passer là? Là, c'est pas un lieu visé, c'est pas une école, c'est pas une église, c'est pas une synagogue, c'est pas une mosquée. Ça veut dire que les gens vont se dire, ça peut se produire n'importe où, dans n'importe quelle entreprise. Celui qui a été exécuté, visiblement, venait faire une livraison, c'est-à-dire c'est même pas quelqu'un qui était visé particulièrement. Ça veut dire que ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, à n'importe qui. Donc il faut que les services de renseignement aient les moyens. Je continue de demander un collectif budgétaire pour la sécurité. Et est-ce que ce nouvel attentat en France va faire revenir l'esprit du 11 janvier, cet esprit d'unité nationale? Je pense que c'est la responsabilité des politiques de ne pas se diviser,
de ne pas critiquer à un moment où les choses se font. Mais c'est aussi notre responsabilité de donner les moyens. Voilà. Après, il faut pas... un message très clair aussi, François Hollande. Il dit ne pas céder à des vaines querelles. C'est pour vous, c'est pour Nicolas Sarkozy. Oui, mais sincèrement, je suis totalement imperméable aux commentaires de ce genre. Pourquoi? Parce que les gens soient de droite ou de gauche, au mois de janvier, l'unité a été absolue. Bon, personne n'est rentré. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit, vous avez raison de demander l'unité des politiques, vous avez raison de faire en sorte qu'il n'y ait pas de polémique inutile. Mais quand on dit, bon, ça fait des mois qu'on dit unité, mais il n'y a pas aujourd'hui sur la table les moyens financiers correspondant à cette nécessité. Donc, moi, je suis prêt, attendez, je ne peux pas dire mieux, que le gouvernement prépare un collectif budgétaire, je le vote. Je peux pas être plus coopérant que ça par rapport à un pouvoir en place. Mais il faut qu'on trouve des moyens. Voilà. Merci beaucoup, Roger Karoutchi. Vous devez nous quitter. Merci d'avoir été en plateau avec nous. Et on va prendre au téléphone Didier Guillaume. Bonjour Didier Guillaume, vous êtes sénateur de la Drôme, président du groupe socialiste ici au Sénat. On entendait à l'instant Roger Karoutchi réclamer des moyens supplémentaires. Est-ce que selon vous, les mesures prises par le gouvernement sont-elles suffisantes pour lutter contre ce type de menaces? Non mais attendez, on n'est pas là pour faire de la comptabilité. L'enjeu, c'est pas de savoir si on fait un collectif budgétaire, oui ou non. L'enjeu, c'est de savoir est-ce que la France est capable de se rassembler pour lutter contre le terrorisme. Le président l'a dit, sans vaine querelle. Qu'est-ce que j'ai entendu cet après-midi? Des propos indignes de représentants de la droite. Qu'est-ce que ça veut dire la lutte contre l'islamisme? Qu'est-ce que ça veut dire la 5e colonne? C'est honteux. Moi, ça me fait mal d'entendre ça. On a eu un attentat cet après-midi à Saint-Quentin-Fallavier, dans l'Isère, à 2 pas de chez moi, à quelques kilomètres de chez moi. Il y a eu un attentat terrible, encore une nouvelle fois, la Tunisie a été touchée. Enfin, des querelles comptables, non. Parce que si on parle de comptabilité, alors regardons le nombre de postes qui ont été supprimés dans la police, la justice, la gendarmerie, dans les services, dans le quinquennat précédent. Ce n'est pas au niveau de ce que nous devons faire. Aujourd'hui, c'est le rassemblement derrière le chef de l'État. Le conseil restreint s'est réuni. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nos services ne sont pas compétents? Non. Nous devons être derrière, parce que le terrorisme, c'est mondial. Regardez le Koweït, regardez la Tunisie, ce qui se passe en France. Et nous devons toutes et tous nous dire que la France est un grand pays et que plus que l'esprit du 11 janvier, ce qu'il faut qu'il souffle aujourd'hui, c'est l'esprit de la République. Cette République debout, cette nation française qui est forte, ces Françaises, ces Français qui ont toujours lutté contre le nazisme, qui ont lutté contre tous les grands fléaux, et bien aujourd'hui doivent se rassembler. Il faut de la sérénité, il ne faut pas avoir peur, il faut simplement être sûr que notre sécurité est là. Et moi, ce que je demande au chef de l'État, au gouvernement, c'est de continuer dans cette direction. Enfin, qui a fait une loi contre le terrorisme? C'est nous. Qui a fait la loi sur le renseignement? C'est nous. Mais est-ce que cette loi sur le renseignement, Didier Guillaume, votée cette semaine, elle est suffisante pour lutter contre ce type de menaces? Mais attendez, rien n'est jamais suffisant. Est-ce qu'elle est suffisante? Bien sûr que non. La preuve, il y a eu un attentat. Mais rien ne sera jamais suffisant. Lorsqu'on met un radar au bord des routes, est-ce que ça empêche les véhicules de rouler vite et d'avoir des accidents? Non. Tout ce que je pense, c'est que la loi contre le terrorisme, la loi sur le renseignement, la loi de programmation militaire dont le gouvernement a voulu renforcer et mettre des crédits, ben c'est fait pour lutter comme cela. On n'empêchera jamais, madame, on n'empêchera jamais qu'il y ait un nouvel attentat, un nouvel accident, mais il faut être sûr derrière nos forces de l'ordre et les positions qui sont prises pour le plan Vigipirate au complet pour dans les 3 jours qui viennent en Rhône-Alpes, eh ben c'est bien parce qu'il faut justement, Didier Guillaume, à propos de ce plan Vigipirate, le terroriste a été arrêté. À propos de ce plan Vigipirate, vous êtes élu de la Drôme, qui se trouve donc dans la région Rhône-Alpes. François Hollande annonce le plan Vigipirate en Rhône-Alpes pendant 3 jours. Est-ce que selon vous, 3 jours c'est suffisant? Et en quoi va consister concrètement, vous qui êtes un élu de terrain, en quoi va consister concrètement ce plan dans la région Rhône-Alpes? Moi, je ne suis pas un commentateur de l'actualité, je suis un acteur politique. Et je suis incapable de vous dire est-ce que ça va suffire ou pas suffire. Personne ne peut le dire, ni les journalistes, ni les politiques. Les seuls qui peuvent le savoir, c'est le chef de l'État, c'est l'état-major de l'armée française, c'est les services de renseignement, c'est les services d'action. S'ils prennent la décision de faire ce plan de Vigipirate total pour 3 jours, c'est qu'ils pensent que dans les 3 jours qui viennent, il faut qu'il y ait des mesures exceptionnelles pour faire tous les contrôles possibles, pour essayer de remonter toutes les filières possibles, tous les liens qu'il y a avec ce terroriste. Et cela montre bien, je pense,
que la loi sur le renseignement que nous venons de voter était indispensable parce qu'il nous manque encore des renseignements sur des éventuels terroristes dans notre pays. Mais est-ce que vous qui êtes sur le terrain, vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi va consister ce plan Vigipirate dans votre région, la région Rhône-Alpes? Mais je ne peux pas vous dire, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, ça vient d'être annoncé par le président. Moi, je ne veux pas être dans l'émotion, je ne veux pas être dans le commentaire. Ça veut dire tout simplement que, encore plus qu'avant, les militaires, la police, les gendarmes pourront prendre des renseignements, pourront arrêter des personnes, pourront leur demander leurs papiers, pourront essayer de voir s'il y a un lien quelconque avec une éventuelle filière terroriste. Voilà ce que ça veut dire. Mais moi, le président de la République vient de l'annoncer il y a 3 minutes. Nous l'avons entendu en direct il y a cela 3 minutes. Je ne peux pas vous dire à quoi ce que ça sera concrètement. Je pense que les responsables politiques doivent appeler un chat un chat. Je sais, ils disent, je ne sais pas. Ben, ils disent, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, mais j'attends de voir et j'espère que ce sera sévère, que dans toute la région Rhône-Alpes pendant ces 3 jours, eh bien, tous les contacts, toutes les perquisitions, tous les renseignements qui pourront être pris seront pris. Merci beaucoup Didier Guillaume, merci d'avoir été en direct avec nous. On va maintenant prendre la direction de l'Élysée où on retrouve Julie Hulin. Julie, vous êtes donc dans la cour de l'Élysée où se tenait ce conseil restreint de défense où a eu lieu la déclaration de François Hollande. Quelles sont les réactions sur place, Julie Hulin? Alors oui, le conseil de défense qui vient de se terminer, il a duré un peu plus d'1 heure, aucune réaction, juste une intervention très solennelle de François Hollande à la sortie. François Hollande qui a commencé à revenir sur l'enquête dans un premier temps en évoquant les victimes, un homme de 50 ans selon lui lâchement assassiné et 2 blessés. Il a ensuite aussi rendu hommage au courage des pompiers qui sont intervenus ce matin avant de parler des actions mises en place, un plan Vigipirate, alerte, attentat maximum mis en place pendant 3 jours dans la région Rhône-Alpes, le temps de faire le point sur les événements. Aucun doute, selon François Hollande, sur la capacité de notre pays à se protéger. Il a également fait allusion aux événements intervenus cet après-midi en Tunisie, des attentats qui, selon lui, n'ont aucun lien, mais qui mettent en exergue une chose: le terrorisme est un ennemi qui frappe partout et que tout est fait pour protéger les Français. Ici, François Hollande, très solennel, prêt à mettre des choses en place ici, voilà, à l'Élysée. Merci beaucoup Julie, merci. Vous êtes dans la cour de l'Élysée où, je le rappelle, se tenait ce conseil restreint de défense. On va revenir sur l'attentat qui a eu lieu ce matin en Isère. Attentat qui a eu lieu à 10 h, une attaque sur un site de gaz industriel. Que s'est-il passé? Le récit de Paul Bouffard. 10 h ce matin, une forte explosion secoue le site de la société Air Product. L'attaque est menée par 1 ou 2 individus à bord d'une camionnette. Ils auraient forcé le barrage à l'entrée de ce site classé Seveso. Dans la cour, le véhicule percute des bonbonnes de gaz, provoquant l'explosion. Un des individus tente d'ouvrir des bouteilles d'oxygène. Les forces de sécurité, pompiers et gendarmes interviennent. Ils maîtrisent le suspect. Un homme décapité est retrouvé sur les lieux de l'attentat, la tête de la victime accrochée au grillage de l'enceinte. Il ne s'agirait pas d'un employé d'Air Product, mais d'un chef d'entreprise de la banlieue lyonnaise. 2 autres personnes auraient été blessées dans l'explosion. Un drapeau islamiste est retrouvé sur les lieux de l'attaque. Air Product, une unité du groupe américain spécialisée dans la fabrication de bouteilles de gaz industriel, qui venait de signer un contrat important avec l'Arabie Saoudite. Situé dans une zone industrielle sur le département de l'Isère, nous sommes à Saint-Quentin-Fallavier, entre Lyon et Bourgoin-Jallieu, à seulement 15 minutes de l'aéroport international Saint-Exupéry. Et avant de réagir en plateau avec nos 2 invités, on va retrouver Louis Sibyl. Bonjour Louis. Alors, quelles sont les dernières avancées de cette enquête sur l'attentat qui a eu lieu ce matin en Isère ? Oui, Oriane, et tout d'abord, qui est Yassine Sali? Eh bien, on ne sait pas grand-chose sur lui. C'est l'auteur présumé de l'attentat de ce matin. C'est un homme de 35 ans qui vit dans l'agglomération lyonnaise. Il serait chauffeur-livreur. Il était connu des services antiterroristes pour ses relations avec les mouvements salafistes. Il avait fait l'objet d'une fiche S en 2006. Une fiche S, c'est une fiche qui est réalisée par les renseignements en cas de radicalisation. Mais cette fiche n'a pas été renouvelée en 2008.
2008. Autrement dit, il avait un petit peu disparu des écrans radars de la DGSE et d'ailleurs, il n'a aucun casier judiciaire. Alors, scénario possible de l'attentat, il faut bien sûr rester très prudent, ce sont que des hypothèses. Yassine Sali aurait exécuté son patron tôt ce matin. On vient de nous confirmer que l'homme décapité est bien son patron. Il aurait ensuite utilisé sa voiture, puis il l'aurait transporté jusqu'à l'entreprise Air Product, entreprise qu'il connaît bien puisqu'il effectuait régulièrement des livraisons. Il avait même le badge de l'entrée. Yassine Sali a depuis été placé en garde à vue, mais apparemment il ne dit rien. Selon plusieurs témoignages, il aurait revendiqué son appartenance à Daesh, l'organisation de l'État islamique, mais rien de confirmé pour l'instant. L'enquête continue d'avancer. Sa femme a été interpellée cet après-midi. Elle avait déjà témoigné dans les médias plus tôt dans la journée et affirmé ne rien connaître des plans de son mari. Enfin, un deuxième homme a été interpellé. Il pourrait s'agir du deuxième occupant de la camionnette qui a foncé sur l'entreprise ce matin. Merci beaucoup Louis pour toutes ces précisions. On vous retrouve un petit peu plus tard. Alors Christophe Rouget, on a entendu Louis nous parler de cette fameuse fiche S. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qu'est cette fiche S ? Alors, les fiches S, puisqu'il existe plusieurs niveaux de graduation, c'est un outil qui est mis à disposition des services de renseignement pour collationner des informations sur des individus qu'on a détectés dans le radar par les services de police. Et grâce à cette fiche S, on va pouvoir par exemple savoir dans quelles circonstances ils se déplacent, s'ils passent à un aéroport. En fait, ils sont inscrits sur un fichier et le policier qui fait une patrouille ou celui qui est en faction à l'aéroport va contrôler l'individu et faire remonter ces informations aux services de renseignement afin d'améliorer la connaissance sur les individus surveillés. Alors cet individu a été fiché de 2006 à 2008. Son fichage n'a pas été renouvelé après 2008. Comment l'expliquer ? Parce que d'abord, on ne peut pas ficher en France quelqu'un perpétuellement, donc ça a une durée de vie, la fiche S. Et ensuite, parce que c'est uniquement un outil qui est mis à disposition des services de renseignement. S'il n'y a pas d'autres éléments qui viennent corroborer la dangerosité de l'individu, alors au bout d'un moment, la fiche S donc, est supprimée et on peut faire des surveillances d'une autre manière. Ce n'est qu'un outil à disposition des policiers. Michael, est-ce que ce n'est pas là toute la difficulté de l'exécutif ? On voit que ces individus sont certes fichés, mais il n'y a pas de moyens de les suivre. Qu'est-ce que peut faire concrètement le gouvernement pour lutter contre ce nouveau type de menace ? On verra jusqu'où peut donner la nouvelle loi renseignement. Ça fait partie un petit peu des amendements qui ont été discutés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Normalement, cette loi est faite justement pour aller vers ce type de renseignement. On devrait pouvoir avoir plus de moyens humains, plus de moyens matériels. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est vrai que les policiers vont pouvoir aller directement à la source déposer des balises, si j'ai bien compris, notamment sur des voitures ou sur des écoutes, ficher davantage, etc. Donc cette loi renseignement fait partie des outils de l'exécutif aujourd'hui. Et Bernard Cazeneuve, ce matin, quand il s'est exprimé sur les lieux où a été commis l'attentat, il a commencé par dire que cette loi renseignement était le principal outil aujourd'hui, et que c'est vrai que si elle avait été mise en place un petit peu avant, peut-être que certains nombres d'attentats, on pense évidemment à ceux du 11 janvier, auraient peut-être pu éviter. On est au téléphone avec Louis Caprioli. Bonjour, monsieur Caprioli. Vous êtes conseiller spécial chez GEOS, ancien sous-directeur chargé de la lutte contre le terrorisme à la DST. Est-ce que vous jugez que les services de renseignement, les services de lutte antiterroriste ont les moyens suffisants pour agir face à ce nouveau type de menace ? Écoutez, ils y ont fait face dans le passé, sauf que maintenant ils sont devant, j'allais dire, une multitude d'objectifs à surveiller, et c'est là toute la difficulté. J'ai connu une période où, quand vous aviez des gens qui venaient du Moyen-Orient, on était sur des cellules de 5-10, mais après le GIA, on est passé à des grosses cellules, mais maintenant on a des centaines et voire des milliers d'individus à surveiller. Et donc, ce que disait tout à l'heure le précédent intervenant, c'est vrai que les fiches S, c'est un outil, c'est pas l'outil miracle, parce que tout le monde se répand en disant il a une fiche S, ça veut dire qu'il est surveillé H24. Non, justement, c'est parce qu'on ne peut pas le surveiller H24 qu'il y a des fiches S qui sont un outil à la disposition. Donc, ont-ils les moyens ?
jamais suffisamment. Mais non seulement il faut avoir des moyens techniques, alors ce que va permettre d'avoir la loi sur le renseignement, mais je pense qu'il faut avoir des moyens humains des enquêteurs. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des analystes, des ingénieurs qui vont permettre d'intercepter, de ramener de l'information, mais encore faut-il que toutes ces informations, non seulement elles soient analysées, mais il faut qu'il y ait des enquêteurs de base, c'est-à-dire que des hommes de terrain qui fassent des enquêtes, qui fassent des surveillances. Et c'est ça qui est le plus dur. Compte tenu de l'ampleur et du nombre d'individus à surveiller, et c'est tout à fait démentiel, la DGSI n'a pas suffisamment de personnel pour le faire. Et de plus en France, il y a un éparpillement. Restez en ligne avec nous. Je vais faire réagir Christophe Rouget à ce que vous venez de dire. Ce manque de moyens dont parle à l'instant Louis Caprioli, vous déplorez? Oui, nous le déplorons, mais malheureusement, vous savez, on est dans un pays un petit peu schizophrène. La semaine dernière, sur la vote, concernant le vote de la loi sur le renseignement, on disait la police va avoir trop de moyens. Et malheureusement, à chaque fois, dans l'émotion, ensuite, on s'aperçoit qu'il y a un danger qui est existant. Et les policiers, les officiers de police sont confrontés tous les jours à ce danger. Et il est pluriel. Il y a les gens qui reviennent de Syrie, il y a les gens qui veulent partir, il y a les étrangers sur le territoire. Donc nous avons des risques partout. La loi, c'est un cadre qui va permettre d'avoir effectivement plus d'outils. Mais nous avons besoin surtout de processus qui soient simples. Des processus judiciaires qui soient simplifiés parce que la procédure est beaucoup trop lourde. Des processus administratifs parce que, effectivement, s'il faut faire 10 000 tonnes de papier pour essayer d'avoir une fadette, c'est trop compliqué. Et nous avons besoin d'une présence de policiers de terrain sur tout le territoire, un bon maillage territorial, des services de renseignement unifiés. Et c'est par ces policiers de terrain, comme vient de le dire l'autre intervenant, que nous arriverons à avoir le plus d'efficacité. Mais le risque zéro n'existe pas. Louis Caprioli, on est face à une nouvelle menace, on le dit depuis le début de cette émission. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle stratégie de dissimulation des individus? On l'a dit, cet homme était fiché jusqu'en 2008, puis il s'est fait oublier, ce qui a fait qu'il n'était plus fiché. Est-ce que ce genre d'individu, cette nouvelle stratégie fait que ces hommes sont impossibles à détecter? C'est-à-dire que nous sommes face à une nouvelle menace dont nous ne sommes pas les auteurs. C'est-à-dire que la France et tous les pays sont confrontés à une menace qui nous échappe totalement. C'est une menace qui est au Moyen-Orient, c'est une menace qui est en Afrique, c'est une menace qui est au Sahel, et cette menace, ça nous échappe totalement. Et alors c'est sûr qu'on pourra toujours arrêter des gens, on pourra toujours neutraliser des cellules, mais de toute façon, l'origine de toute cette menace et de tous ces risques, ça provient de l'étranger. Donc là, il faut bien être conscient que c'est un puissant fond. La réalité de la menace est là. Si demain Daesh arrive à s'implanter comme ils le font en Libye actuellement, ils contrôlent 5 ou 6 villes, dont 2 grandes villes, Derna et Site, c'est-à-dire qu'ils contrôlent 200 km de façade maritime. Si demain ils peuvent mettre des bateaux piégés, ils vont interrompre le trafic commercial en Méditerranée. Donc si vous voulez, l'ampleur du phénomène non seulement rejaillit sur notre territoire, mais ça a une dimension internationale. Et c'est là toute la difficulté. Comme on vient de le dire, il y a des individus qui apparaissent de tous les horizons. Et donc on a une ampleur de la menace qui dépasse l'entendement. On est confronté à quelque chose qu'on est incapable de maîtriser. Autrefois, lorsque les attentats ont été commis par les Iraniens, on a négocié avec l'Iran. Sur le plan diplomatique, on a libéré des prisonniers, on a rendu de l'argent et les attentats sont arrêtés. Avec les gens auxquels nous sommes confrontés, ces gens-là, ils ont une théorie. C'est le djihad, le fusil, pas de trêve, pas de négociation, pas de paix. Voilà. Eux, ils ont un objectif, c'est depuis la Chine jusqu'à l'Andalouse, on veut faire le califat islamique. Après, quand ils auront atteint ça, on se calmera peut-être. Donc vous voyez, il faut raisonner bien sûr sur notre territoire national, mais on a une dimension qui nous échappe totalement. Vous parlez de cette dimension internationale. Est-ce que la coopération qui existe entre les différents services de renseignement au niveau international, est-ce que cette coopération est adéquate pour lutter contre cette nouvelle menace? Écoutez, sur le plan d'échange de renseignements, je pense qu'elle est adéquate parce qu'elle est historique. Après, le problème qui se pose, c'est qu'au niveau européen, on n'a pas de législation antiterroriste. Chaque pays a sa propre législation. Alors c'est vrai que la France, l'Espagne, l'Italie ont des législations qui sont adaptées parce qu'ils ont été confrontés aux terroristes des théâtres, des brigades rouges, d'actions directes et puis des terroristes islamistes. Mais donc sur ce plan-là, il y a peut-être une amélioration à faire, mais je n'y crois pas parce que c'est trop compliqué de modifier les législations. Mais par contre, au niveau des services de renseignement et de sécurité, les relations sont historiques, et j'allais dire elles sont historiques parce que ça
ça va non seulement dans le cadre d'échanges de renseignements, ça va non seulement dans le cadre d'échanges d'analyse, mais ça va aussi dans les traitements en commun de sources humaines. Parce que la grande faiblesse que nous rencontrons face à ce type de terrorisme, c'est que, si vous voulez, c'est la difficulté de recruter des sources humaines. Parce que projeter des sources humaines en Irak et en Syrie, c'est les condamner à mort. Parce que ces gens-là voudront bien peut-être partir en Syrie ou en Irak, mais comme lorsqu'ils seront en Syrie ou en Irak, Daesh ou Jabhat al-Nusra, la filiale d'Al-Qaïda, va lui dire, eh ben, écoute, là tu prends un camion avec 2 tonnes d'explosifs et tu vas te faire exploser dans une ville, à Ramadi ou ailleurs. Donc là aussi, on a la difficulté, c'est que le renseignement technique sera bien sûr toujours utile, mais il n'est pas la panacée. Et il faudrait avoir des sources humaines, et ce qui est là extrêmement difficile à recruter. Merci beaucoup, Monsieur Caprioli. Merci d'avoir été en ligne avec nous dans cette édition spéciale. Christophe Rouget, on entendait Louis Caprioli parler de ses moyens humains. Est-ce que face à ces attentats, malgré le fait que les policiers soient sur le terrain et font de leur mieux pour lutter contre ce type de menaces, est-ce qu'il n'y a pas un peu une forme de découragement ? Non, mais aujourd'hui, tous les policiers français ont une pensée pour ces victimes parce qu'ils sont mobilisés depuis des mois pour lutter contre tous ces dangers potentiels qui arrivent de toutes parts. Et nous sommes face à un terrorisme low cost, c'est-à-dire, on le voit bien encore aujourd'hui, quelqu'un sans moyens, avec un véhicule, un couteau, arrive à faire un attentat. Et donc là, c'est pour ça que c'est très difficile pour nous pour le détecter. Et tous ces policiers sont mobilisés et ils demandent qu'on écoute leurs besoins, qu'on écoute ce dont ils ont besoin techniquement, en moyens humains pour pouvoir lutter avec le plus d'efficacité. Et je crois que c'est ça qui est nécessaire, au-delà de l'émotion, au-delà des volontés politiques, c'est écouter les professionnels pour essayer de mettre en place les outils les plus efficaces. Écoutez, c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup parlé de saturation. Saturation chez les policiers, saturation mentale, saturation aussi chez les militaires. On est arrivé au bout d'un processus où les heures de récupération n'étaient pas payées ou en tout cas appliquées. Pareil chez les militaires. Il y a une forme aussi d'esprit de révolte et on arrive peut-être au bout d'un processus aussi pour la police et pour les militaires. Tout à fait, parce que nous sommes mobilisés en permanence, mais vous savez, c'est difficile parce que il y a des gens qui craquent, parce qu'il y a des heures qui sont faites au-delà de toutes les normes qui puissent exister, et donc on a besoin effectivement de réfléchir à de nouvelles solutions. Est-ce que par exemple le dispositif Sentinelle est efficace? Vous voyez, on voit bien qu'on a surveillé les médias, surveillé les lieux de culte, les écoles, mais les terroristes, ils s'adaptent au fur et à mesure, ils cherchent de nouvelles stratégies. À l'heure actuelle, le plan Vigipirate attentat n'est activé qu'en Île-de-France. Il sera activé pendant 3 jours en région Rhône-Alpes. Est-ce qu'il faudrait l'étendre à tout le territoire, ce plan Vigipirate attentat? Qu'est-ce que ça veut dire étendre un plan Vigipirate à tout le territoire? Vous savez, les policiers sont mobilisés, un plan Vigipirate, on va enlever leur congé, on va les mobiliser pendant quelques jours, mais ils ont droit à des jours de repos. Mais vous le dites, les terroristes s'adaptent, c'est-à-dire que là, ils sont allés en Rhône-Alpes où le plan Vigipirate n'était pas activé au niveau maximum. Forcément, ils s'adapteront. Comment faire si ce plan Vigipirate n'est pas uniforme sur tout le territoire national? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Le monde politique réagit dans l'émotion et annonce forcément des nouvelles pour rassurer la population. Mais il faut aussi le dire, il y a un risque. Les stratégies des terroristes sont simples, on laisse reposer et ensuite on va faire un attentat sur une autre cible qui n'était pas directement visée au départ. Donc c'est compliqué et il faut justement mettre des outils dans la durée qui permettent de travailler correctement et non pas de mettre en place des phénomènes d'annonce qui servent à rassurer. Si vous avez bien entendu le président de la République, il n'y a pas eu une seule annonce, il y a eu une explication. Il a expliqué que les forces de police étaient déployées sur tout le territoire, ce que vous venez de dire, mais il n'a pas annoncé un renforcement, à part pour Rhône-Alpes, sur l'étendue de la France. Il n'a pas parlé des sites sensibles, on pense aux usines Seveso, comme c'était le cas ce matin, aux sites nucléaires. Il n'y a pas eu ce type d'annonce. Elles étaient peut-être attendues lors de ce conseil restreint. Elles n'ont pas eu lieu jusqu'à présent. Peut-être que c'est fait exprès, peut-être aussi qu'il n'a pas voulu faire peur, plus peur que ce qui peut arriver aujourd'hui après cet attentat. Mais il n'y a pas eu d'annonce dite concrète, mis à part Rhône-Alpes, plan Vigipirate sur 3 jours. Oui, je pense que c'est normal, parce que pour l'instant, on est sur un territoire. Il va falloir que l'enquête détermine quelle est la réalité de la menace, s'il y a un V en réseau, s'il y a d'autres risques de d'autres cellules à d'autres endroits, d'autres individus. Et donc, je crois que c'est juste quelque chose qui a été mis en place pour l'instant, juste en attendant de voir les résultats de l'enquête. Et ensuite, c'est les services de renseignement qui vont donner les éléments pour savoir ce qu'il faut surveiller avec le plus d'efficacité. Et en même temps, de nombreuses mesures ont été prises par l'exécutif après les attentats de janvier. Est-ce que François Hollande pouvait réellement aller plus loin aujourd'hui? Non, c'est difficile. Par contre, il faut qu'elle rentre vite
en place ces mesures. Parce que vous savez, il y a des problèmes de calendrier quand on doit recruter des policiers, par exemple, le temps qu'on les forme à l'école, le temps. Donc c'est long tout ça. C'est long d'acheter du matériel pour pouvoir lutter avec efficacité. Mais il y a d'autres domaines où on peut faire, je crois, beaucoup de progrès. C'est sur la procédure judiciaire pour l'alléger et sur les procédures administratives. Nous sommes des policiers de la République et nous demandons qu'il y ait des contrôles parlementaires qui soient faits, ce que nous avons demandé a posteriori, mais que les processus soient simples pour les policiers pour ne pas perdre de temps au niveau des enquêtes de terrain. Alors, on va revenir sur ce dont on parlait au début de cette émission, l'attentat qui a frappé la Tunisie, puisque deux attentats ont été faits aujourd'hui en France, un en Tunisie. Vous le voyez sur ces images, un attentat qui a eu lieu à Sousse, un homme qui a tiré, qui a ouvert le feu dans un hôtel. Le bilan actuel est de 27 morts, dont plusieurs touristes étrangers. Et Michael, François Hollande l'a dit, pour le moment, le chef de l'État ne peut pas confirmer ni infirmer le fait qu'il y a ou non des victimes françaises. Oui, c'est trop tôt, puis ce sera au Quai d'Orsay, à la cellule de crise du Quai d'Orsay de pouvoir s'exprimer. Ce qu'on sait, c'est que François Hollande a eu son homologue tunisien au téléphone. Évidemment, il y a eu une forme de solidarité face au terrorisme. La Tunisie, qui a été frappée au mois de février dernier par un attentat assez grave, là aussi, dans un musée, le célèbre musée du Pardo. Un pays touché, un pays extrêmement touché, comme on a pu le dire tout à l'heure Roger Carucci, qui paye aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est l'un des pays qui résiste le plus à Daesh. Donc c'est celui qui est visé, évidemment. Le Maroc, la Tunisie, ce sont des pays où la Tunisie était assez instable au niveau politique. Donc du coup, les terroristes en profitent aussi pour appuyer là où ça fait mal. Saison touristique, on est en plein ramadan, il faut quand même l'expliquer à nos téléspectateurs. C'est normalement, pour les musulmans, un moment de paix, de fraternité, où on ne fait pas de violence. Et là, évidemment, Daesh profite aussi de ce moment pour frapper très fort. Nous sommes au téléphone avec Sandro Luciens, journaliste à France 24. Vous êtes en Tunisie, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes, donc je le disais, sur place. Quels sont les derniers éléments dont vous disposez ? Alors bien sûr, on parle encore de 27 victimes, mais le ministre de la Santé tunisien a annoncé 28 morts il y a quelques instants. Ce n'est pas une source confirmée par le Premier ministre encore, mais le ministre de la Santé est sûrement bien informé parce qu'il est en contact permanent avec les hôpitaux. Alors on ne connaît pas encore les identités des 28 victimes ou éventuellement des 27, mais étant donné la clientèle habituelle de l'hôtel, il s'agit probablement en majorité de touristes étrangers. Je suis à l'hôtel là en ce moment même, il n'y a quasiment que des touristes étrangers. Ils sont tout à fait hébétés encore, pour la plupart encore en maillot de bain ou en serviette. Ils ne semblent ne pas trop comprendre encore ou réaliser ce qu'il s'est passé. Alors, bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Donc, c'était en fin de matinée, vers 11h30, heure locale. On est à l'hôtel Imperial Palace du port El Kantaoui à Sousse. C'est un hôtel de luxe, un Thalasso Espace, 5 étoiles, dans cette zone touristique qui est donc très recherchée, notamment par les étrangers. Alors, d'après le ministère de l'Intérieur tunisien, ce ministère donc a décrit un scénario hallucinant. C'est un homme, jeune étudiant, les cheveux longs, qui sera arrivé à la plage voisine en short avec un sac de plage et un parasol. Il se fait passer pour un simple baigneur, alors il pose ses affaires, il va tranquillement se baigner, puis ensuite il sort de l'eau et il aurait saisi une Kalachnikov du parasol replié et aurait commencé à donc tirer sur les touristes. Donc des images horribles circulent en ce moment sur les réseaux sociaux, des photos prises justement de touristes en maillot de bain gisant sur le sable. Alors ensuite, il aurait continué vers la zone de la piscine, aurait continué à tirer, puis serait entré dans l'hôtel jusqu'à la réception. Alors l'attaque aurait duré plus de 20 minutes. À l'arrivée des forces de sécurité, il s'est enfui et a été rapidement abattu. Sandro, vous qui êtes sur place, est-ce que les Tunisiens que vous avez croisés redoutent que cet attentat qui a lieu, je le rappelle, quelques mois après l'attentat du Bardo, est-ce qu'ils redoutent, ces Tunisiens, que cet attentat porte un coup fatal au tourisme dans leur pays à l'ouverture de la saison touristique ? Alors oui, ils le redoutent évidemment. C'était déjà un choc juste après les attentats du Bardo. On se souvient que les premières réactions, c'était mais le tourisme en Tunisie, maintenant, c'est fini, ou du moins, disons, c'est fini pour cette saison. C'est ce que les Tunisiens eux-mêmes disaient. Alors bon, il y a eu une campagne qui a été lancée pour essayer de ramener les étrangers donc en Tunisie. Cette campagne a eu un succès mesuré parce qu'on est aujourd'hui à moins 25% de réservation par les touristes français, en tout cas, sur la Tunisie par rapport à l'année dernière. Alors on espérait bien sûr que même si cette saison touristique-là ne marcherait pas très bien, la saison prochaine on peut reprendre le cours des affaires
refaire normal la saison prochaine. Cette attaque aujourd'hui risque de compromettre aussi parce que c'est une attaque qui en plus est en plein cœur, encore plus que pour le musée du Bardo. C'est une zone hôtelière, c'est un hôtel de luxe qui accueille principalement des étrangers, parfaitement symbolique justement pour cette menace qui pèse sur la Tunisie, sur l'économie tunisienne, à travers justement la menace vers les touristes étrangers. Merci beaucoup Sandro, merci d'avoir été en ligne avec nous. Voilà sur ce qu'on pouvait dire sur cet attentat en Tunisie avec ce que nous a dit notre correspondant, un bilan qui s'est donc alourdi, qui passe de 27 à 28 morts. On revient sur ce qu'il s'est passé il y a quelques minutes à l'Elysée. Je vous le rappelle, François Hollande tenait un conseil restreint de défense depuis 15h30 suite à l'attentat qui a eu lieu ce matin en Isère. François Hollande qui s'est exprimé à la sortie de ce conseil de défense. On l'écoute. Cet attentat, c'est un véhicule conduit par une personne, peut-être accompagné d'une autre, et qui, à vive allure, se projette sur cet établissement classé Seveso et contenant des bouteilles de gaz. L'intention ne fait pas de doute, c'est de provoquer une explosion. L'attaque est de nature terroriste. Dès lors qu'il a été retrouvé un cadavre décapité avec des inscriptions. Voilà pour cette déclaration de François Hollande, une déclaration qui avait lieu non pas à la sortie du Conseil restreint de défense, mais un peu plus tôt dans la journée à Bruxelles, puisque François Hollande était à Bruxelles pour le sommet européen. Et c'est là, bien sûr, qu'il a appris l'attentat qui a eu lieu en France. Il s'est exprimé à la fin de ce Conseil européen, qu'il a d'ailleurs quitté plus tôt que prévu pour rentrer à Paris. On va maintenant accueillir Caroline Deschamps. Bonjour Caroline. Bonjour Ariane. Vous êtes notre spécialiste des réseaux sociaux et bien sûr les politiques ont beaucoup réagi sur les réseaux sociaux tout au long de la journée, Caroline. Eh ben oui, il y a eu plus de 80 000 tweets avec le mot-clé Isère, 150 000 avec le mot terrorisme sur Twitter et donc énormément de réactions politiques, à commencer par Manuel Valls qui écrit « La menace et l'horreur aveugle des terroristes n'épargnent aucune nation, mais pensez à la victime en Isère et aux victimes en Tunisie ». Le patron des socialistes, lui aussi, met en exergue les attentats en France, en Tunisie, mais aussi au Koweït. Jean-Christophe Cambadélis tweet Isère, Tunisie, Koweït. Une coïncidence troublante ou un message de terreur. Nous vous frapperons partout. Unité et vigilance républicaine. Et puis bien sûr, Nicolas Sarkozy a également envoyé un message sur les réseaux sociaux. Il écrit « Jamais la République ne cédera face à la barbarie terroriste », signé NS. La présidente du Front National réclame la fermeté. L'horreur islamiste a de nouveau frappé notre pays. Il faut des mesures fortes pour terrasser l'islamisme. Tweet Marine Le Pen. Et puis il y a ceux qui on pourrait appeler, qui font de la récupération politique, comme Éric Ciotti. Le député des Républicains des Alpes-Maritimes écrit « Ce nouvel attentat confirme l'impérieuse nécessité du projet de loi renseignement ». Et puis le tweet de Christian Estrosi ne laisse pas les internautes indifférents puisqu'il ressort son argument de la 5e colonne. Il tweet « Cet attentat dramatique en Isère, si l'auteur est vérifié, rappelle une nouvelle fois la présence d'une 5e colonne en France ». Alors vous le savez Oriane, cette expression née dans les années 30 désigne une organisation dormante qui vise à fomenter un complot pour faire tomber un État. Elle avait été utilisée à plusieurs reprises par Christian Estrosi. En avril dernier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il avait parlé d'une 5e colonne islamiste en guerre contre la civilisation judéo-chrétienne et ça avait fait polémique jusque dans son camp. Aujourd'hui, le député PS Olivier Faure réagit sur Twitter. La première fois, on peut plaider le dérapage. Plus la deuxième, il paraît que l'UMP sont les Républicains. Que dit Sarkozy? Et Caroline, ça a également beaucoup tweeté du côté des sénateurs. Eh bien oui, l'horreur, l'émotion, a commencé par Didier Guillaume, le président du groupe PS du Sénat. Il écrit « L'horreur également en Tunisie, France et Tunisie unis face au terrorisme. Le combat pour la liberté est international ». De son côté, Bruno Retailleau, le président Les Républicains, envoie un message de fermeté. À nouveau, la barbarie a frappé sur notre sol. La réponse doit être implacable et totale. Alain Joyandet, sénateur
Sénateur républicain reprend lui une antienne de Nicolas Sarkozy. Nous sommes au cœur d'une guerre de civilisation, mais jamais barbarie et horreur ne nous feront plier. Enfin, comme la majorité des parlementaires, Esther Benbassa se joint à la douleur des familles. L'horreur terroriste en Isère, à Saint-Quentin-Fallavier. Je pense aux victimes et à leurs proches. Voilà pour les réactions, l'essentiel des réactions politiques sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Caroline. Et puisque vous parliez à l'instant des réactions des sénateurs, on vient de l'apprendre, Gérard Larcher, le président du Sénat, qui était en déplacement en Ardèche à la rencontre des élus locaux, s'est rendu sur place en Isère, sur le lieu de l'attentat. Je vous rappelle que Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, est lui aussi également sur place. Donc Gérard Larcher, le président du Sénat, qui vient donc d'arriver sur les lieux de cet attentat qui a eu lieu ce matin à 10h en Isère. Merci à tous d'avoir été avec nous sur ce plateau pour suivre cette édition spéciale qui est revenue, je vous le rappelle, sur les deux attentats qui ont frappé aujourd'hui la France et la Tunisie. Nous y reviendrons bien sûr dans notre prochaine édition spéciale sur Public Sénat. Édition spéciale qui aura lieu à 19h, une édition spéciale présentée par Jérôme Rabier, qui sera bien sûr entouré de nombreux invités et qui vous fera suivre la suite de ces événements. Mais avant cela, je vous propose tout de suite de regarder un documentaire intitulé Daesh, naissance d'un État terroriste. C'est un documentaire réalisé par Jérôme Fritel, documentaire qui sera suivi d'un débat présenté par Laurent Bazin. Très bonne suite de programme sur Public Sénat.